20 km² de rues tracées au cordeau, plus de 100 000 habitants, 6 pyramides parmi les plus massives du continent, une avenue de 4 kilomètres, et sur toute cette pierre, pas un seul nom. Pas un roi, pas un architecte, pas même le nom que la ville se donnait à elle-même. Qui a bâti la plus grande cité des Amériques et pourquoi n'a-t-elle laissé aucun nom? Nous l'appelons Teotihuacan, mais ce mot-là n'est pas le sien. Ce silence n'est pas un trou dans nos connaissances. Il est plus étrange que cela. Il semble avoir été voulu. Pour comprendre, il faut remonter avant les pyramides, avant les prêtres, avant la première pierre, jusqu'au moment où quelqu'un a regardé cette vallée sèche et haute et y a vu une ville. Un souverain aztèque gravit un escalier qu'il n'a pas fait construire. Les marches sont inégales, usées, envahies d'herbes sèches. Par endroits, le revêtement de pierre a glissé et le remblai crève la surface comme une plaie. En haut, il n'y a rien. Une plateforme nue, du vent, et sous ses pieds une masse de plus de 60 mètres qu'aucun homme de son empire ne saurait reproduire. Il ne sait pas qui a bâti cela. Il ne sait pas comment cela s'appelait. Il ne sait même pas quelle langue on y parlait. Et pourtant, il est venu ici en pèlerinage, depuis sa capitale, à travers les lacs et les digues, pour se tenir sur une ruine. C'est la première chose qu'il faut arracher à l'image d'Épinal. Des pyramides au Mexique, cela signifie les Aztèques. Voilà ce que retient presque tout le monde. Et l'école n'a rien fait pour corriger l'erreur. Or, les Aztèques n'ont pas posé une seule pierre à Teotihuacan. Quand leurs ancêtres arrivent dans le bassin de Mexico, au XIVe siècle, la cité est morte depuis environ 700 ans. 7 siècles. C'est davantage que la distance qui nous sépare, nous, de la construction de Notre-Dame de Paris. L'homme qui monte cet escalier est aussi éloigné des bâtisseurs que nous le sommes des tailleurs de pierre médiévaux, et il en sait beaucoup moins qu'eux sur ceux qui l'ont précédé. Alors il fait ce que font les hommes devant une chose trop grande pour eux. Il l'attribue aux dieux. Teotihuacan, en langue nahuatl, signifie le lieu où naissent les dieux. Ce n'est pas un nom, c'est un aveu d'ignorance transformé en récit sacré. Les Aztèques intègrent la cité morte à leur propre mythe. C'est ici, disent-ils, que les dieux se seraient réunis dans l'obscurité pour créer le 5e soleil, celui sous lequel nous vivons. La ruine devient le décor de la genèse du monde. On y monte, on y prie, on y prélève des objets anciens que l'on rapporte à Tenochtitlan et que l'on dépose dans ses propres temples. De l'archéologie à l'intérieur de l'archéologie, un peuple qui collectionne les vestiges d'un autre peuple dont il ignore tout. Ce qu'il rebaptise, il le rebaptise en entier. L'immense avenue rectiligne qui traverse la cité du sud au nord, il la nomme la chaussée des morts, parce que les plateformes qui l'abordent leur semblent être des tombeaux. Il se trompe, ce sont des temples et des bâtiments administratifs. Mais le nom est resté, il figure encore sur tous les panneaux et dans tous les guides. Nous continuons, aujourd'hui, à désigner cette ville avec les mots d'un peuple qui l'a trouvée en ruine et qui n'y comprenait rien. Reste la question de départ, et elle ne s'est pas dissipée. Si ce ne sont pas eux, qui? Pour commencer à répondre, il faut regarder le sol. Pas les pyramides, le sol. La vallée de Teotihuacan est un renfoncement au nord-est du bassin de Mexico, à 2300 mètres d'altitude. L'air y est sec et mince. Le soleil brûle et l'ombre est froide, parfois dans la même minute. Rien, au premier regard, ne recommande cet endroit. Les grands lacs, la vie, les villages riches sont plus au sud. Ici, la terre est pauvre, les pluies capricieuses, les gelées possibles. Et pourtant, à partir du IVe siècle avant notre ère, des paysans s'installent dans ce couloir aride. Un millénaire plus tard, à cet emplacement exact, se dressera la plus grande ville du continent. Ce choix n'a rien d'évident, et c'est précisément ce qui le rend intéressant. 3 ressources expliquent l'implantation. La première est l'eau. La vallée est parcourue de sources permanentes, des résurgences qui sortent de terre même lorsque la pluie manque. Sur les hauts plateaux, où l'agriculture dépend d'un ciel imprévisible, une source qui ne tarit pas vaut plus qu'une terre grasse. Elle permet l'irrigation, elle permet la sécurité, elle permet surtout
de nourrir une population qui ne cultive pas. La deuxième est l'obsidienne. C'est un verre volcanique noir, parfois vert, qui se débite en éclats dont le tranchant dépasse celui d'un scalpel d'acier. Dans une Amérique qui ignore le métal, l'obsidienne est la lame, l'outil, l'arme, le miroir. Les gisements les plus riches du plateau central se trouvent à portée de marche de la vallée, et l'un d'eux, celui de Pachuca, produit une obsidienne verte, translucide, immédiatement reconnaissable à l'œil nu, dont on retrouvera des fragments à 1000 kilomètres de là. Celui qui contrôle cette pierre contrôle un empire commercial sans avoir besoin d'armée. La troisième ressource ne se mange pas et ne se vend pas. Elle est sous la terre. Sous l'emplacement où s'élèvera la plus grande pyramide de la ville, s'ouvre une cavité naturelle, un tube de lave creusé par une coulée volcanique ancienne. Dans la pensée méso-américaine, une grotte n'est pas un accident du terrain, c'est une bouche. C'est par là que les ancêtres sont sortis de la terre, c'est par là que l'on entre dans le monde d'en bas, c'est là que l'eau naît et que les morts s'en vont. Une grotte dans cette vallée, ce n'est pas un lieu, c'est une raison. Le résultat, c'est une croissance qui n'a pas d'équivalent. Vers 100 avant notre ère, Teotihuacan n'est encore qu'un centre religieux parmi d'autres. Puis, au 1er siècle de notre ère, quelque chose accélère brutalement. La population explose. Les villages de la région se vident et leurs habitants convergent vers la vallée. Volontairement ou non, la question reste ouverte. Une hypothèse solide veut que les éruptions des volcans du sud du bassin, dont le Popocatépetl, aient rendu invivables des vallées entières et jeté sur les routes des milliers de réfugiés. Teotihuacan les absorbe. En quelques générations, la ville passe de quelques milliers d'habitants à des dizaines de milliers, puis à plus de 100 000. À son apogée, elle figure parmi les 6 ou 7 plus grandes villes de la planète. Aucune cité d'Europe, à la même époque, n'approche ce chiffre, hormis Rome. Et voici l'anomalie que rien ne prépare. Une ville de cette taille, sur n'importe quel autre continent, laisse des noms. Rome laisse ses empereurs, l'Égypte ses pharaons gravés dans le granit, la Mésopotamie ses listes royales, et les voisins immédiats de Teotihuacan, les Mayas, à 1000 kilomètres à l'est, exactement contemporains, couvrent leurs monuments de stèles datées, signées, où chaque souverain fait inscrire son nom, sa filiation, ses victoires. Ils nous ont légué des centaines de biographies. Teotihuacan, rien. Pas un portrait de dirigeant identifié avec certitude. Pas une tombe royale. Pas une stèle signée. Pas une écriture que nous sachions lire. L'art de la cité représente des dieux, des animaux, des prêtres anonymes en procession, des scènes rituelles où les visages sont interchangeables, et jamais un individu qui dise « Voici mon nom, voici ce que j'ai fait ». Une capitale qui nourrit 100 000 bouches, qui trace 20 km² de rues, qui exporte sa pierre et ses dieux d'un océan à l'autre, et qui reste, du premier au dernier jour, absolument muette sur elle-même. Ce n'est pas une lacune de fouilles. On creuse ici depuis plus d'un siècle, et le sol a rendu des dizaines de milliers d'objets, des fresques entières, des sépultures par centaines. Ce qui manque ne manque pas par hasard. Il manque partout, avec une constance qui ressemble moins à un oubli qu'à une décision. Le souverain aztèque qui gravit l'escalier ne pouvait pas le savoir. Il croyait se tenir sur l'ouvrage des dieux. Il se tenait sur l'ouvrage d'hommes qui avaient choisi eux-mêmes de disparaître derrière leur ville. En 1971, des ouvriers creusent une tranchée au pied de la pyramide du Soleil. Le travail n'a rien d'archéologique. Il s'agit de faire passer des câbles pour un spectacle de son et lumière destiné aux touristes. La pelle mord la terre cède et sous la lame, le vide. Un trou. Les hommes s'arrêtent, éclairent, appellent. Ce que la pelle vient d'ouvrir, ce n'est pas une poche de remblai. C'est un couloir souterrain qui file droit sous la pyramide, vers son centre. Le monument le plus étudié, le plus photographié, le plus escaladé de tout le continent américain, cachait sous lui une cavité que personne n'avait cherchée. Il avait fallu un chantier électrique pour la trouver. Le passage court sur une centaine de mètres et s'achève très exactement sous l'axe de la pyramide. Là, il s'élargit en une chambre au lobe arrondi, comme une fleur à 4 pétales creusée dans la roche.
Les premières publications parlent d'une formation naturelle, un tube de lave, une bulle laissée par une coulée volcanique refroidie. Les études ultérieures corrigent. La cavité est bien d'origine naturelle, mais elle a été retaillée, élargie, remodelée par la main de l'homme. On a agrandi les lobes, régularisé le sol, aménagé le passage. Quelqu'un a travaillé cette grotte longuement, patiemment, avant que la montagne de pierre ne lui tombe dessus. Et c'est ici que l'ordre habituel des choses se retourne. Le réflexe, devant un monument colossal, est de raisonner en géomètre. On choisit un terrain plat, un point central, une belle perspective, et l'on bâtit. La logique est celle de l'architecte, d'abord le plan, ensuite le site. Or, à Teotihuacan, la séquence est inverse. La grotte est antérieure, elle est le point fixe. La pyramide n'a pas été posée là parce que l'endroit convenait, elle a été posée là parce que le sous-sol, à cet endroit précis, était déjà sacré. On n'a pas construit un temple et trouvé une grotte dessous. On a trouvé une grotte et empilé 1 million de mètres cubes de pierre par-dessus. Il faut mesurer ce que cela implique. Dans la pensée mésoaméricaine, la grotte est le lieu d'origine. C'est par une ouverture dans la terre que les ancêtres seraient sortis pour peupler le monde. C'est par là que l'eau vient et que les morts s'en vont. Bâtir au-dessus, ce n'est pas décorer un paysage, c'est marquer une bouche, la sceller, se déclarer héritier de ce qui en est sorti. Le plus grand édifice de la cité est, dans son principe même, un couvercle. Ce simple renversement change le regard sur toute la ville. Il est de ceux qu'on n'oublie plus une fois qu'on les a entendus. Et si cette histoire vous tient déjà, un pouce levé aide beaucoup ce travail à trouver son public. Reste alors une gêne, et elle est de taille. Car si le lieu était sacré depuis toujours, si la grotte était le cœur, pourquoi la recouvrir? Pourquoi enterrer sous une masse écrasante ce que l'on vénère? Cette contradiction traverse toute l'histoire ancienne de Teotihuacan, et elle ne se résout qu'en regardant ce que la ville était en train de devenir au moment précis où elle a construit. Vers 100 avant notre ère, la vallée n'abrite encore qu'un centre religieux modeste, quelques milliers d'habitants, des temples de terre et de bois. Puis le premier siècle de notre ère arrive, et tout se met à accélérer. Les habitants affluent, les villages voisins se vident, la population décuple. Une communauté villageoise devient en quelques générations une agglomération que rien n'a préparée à exister. Il faut la loger, la nourrir, l'organiser, lui donner une raison commune d'être là. Et il faut surtout que le pouvoir qui s'y installe se dote d'une légitimité que personne ne pourra contester. La pyramide du Soleil est la réponse à ce problème politique. Elle est bâtie pour l'essentiel dans un intervalle très court autour des 1er et 2e siècles de notre ère. Non pas remaniée sur des siècles comme tant d'édifices mésoaméricains empilés phase après phase, mais élevée d'un seul élan, comme une déclaration. 225 mètres de côté à la base, 3 terrains de football alignés, plus de 60 mètres de hauteur, l'équivalent d'un immeuble d'une vingtaine d'étages dans un monde qui n'en connaît aucun. Et à l'intérieur, environ 1 million de mètres cubes de terre, de gravats, de pierres et de briques crues, 400 piscines olympiques de matière montées à dos d'homme. À dos d'homme, littéralement. Aucun métal, aucune roue employée pour le transport, aucun animal de trait, ni bœuf, ni cheval, ni âne. Le continent n'en possède pas. Tout ce qui monte est monté par des bras, sur des cordes, des rampes, des rondins, des paniers. Chaque panier de gravats, chaque bloc de Tezontle, cette roche volcanique rouge et poreuse, légère pour sa taille, que la vallée fournit en abondance, a été porté par quelqu'un. Le chantier n'est pas une prouesse technique, c'est une prouesse d'organisation. Il ne demande pas des machines, il demande des milliers d'hommes qui obéissent, qui mangent, qui reviennent le lendemain. Bâtir cette pyramide, c'est d'abord prouver qu'on peut faire cela. Et la façon de la bâtir en dit autant que le résultat. L'intérieur n'est pas une masse pleine coulée d'un bloc. Les constructeurs élèvent d'abord des murets, des cloisons de pierre qui découpent le volume en cellules, en cases, puis remplissent chaque case de terre et de débris. La technique a 2 vertus.
Elle empêche le remblai de fluer et de s'affaisser sous son propre poids, ce qui, sur 60 mètres, n'est pas un détail, et elle permet de découper le chantier. Chaque équipe reçoit sa cellule, la remplit, passe à la suivante. Des dizaines de groupes peuvent travailler en même temps sans se gêner. La pyramide n'est pas construite du bas vers le haut par une foule indistincte, elle est construite par unité, par quartier, par équipe assignée. C'est un immeuble dont chaque case porte, invisiblement, la signature d'un groupe. Une signature que nous ne savons pas lire. Par-dessus les cellules vient l'habillage, parement de pierre taillée, enduit de chaux et la couleur. Aujourd'hui, celui qui pose la main sur cette pierre touche une matière tiède, râpeuse, gris-brun, mangée par le vent. Les marches de l'escalier occidental, 248 degrés inégaux, certains hauts comme la moitié d'une cuisse, obligent à monter en tâtonnant, le regard au sol. À 2300 mètres d'altitude, l'air est mince et la respiration se casse à mi-hauteur, même chez ceux qui se croient entraînés. Le vent, là-haut, ne tombe jamais. C'est un lieu rugueux, minéral, austère. Ce n'est pas ce qu'ont vu ceux qui l'ont bâti. Leur pyramide était couverte d'un enduit lisse et éclatant, peint dans un rouge profond, saturé, visible depuis les crêtes de la vallée. Une montagne rouge sous un soleil de plateau. Ce que nous escaladons n'est pas un monument, c'est un squelette dépouillé de sa peau. Au sommet se dressait un temple dont il ne subsiste rien. Aujourd'hui, la plateforme est nue et l'on y arrive essoufflé pour découvrir la vallée d'un seul regard. La pyramide de la Lune au nord, la montagne du Cerro Gordo derrière elle, et par temps clair, les silhouettes des volcans au fond de l'horizon. Le vertige n'est pas dans la hauteur. Il est dans la sensation de ne pas regarder des ruines, mais un plan, quelque chose que quelqu'un a tracé avec une précision entière et dont la clé n'a pas été transmise. La contradiction alors se dénoue. Recouvrir la grotte n'était pas la nier, c'était la revendiquer. En posant une montagne artificielle sur la bouche du monde d'en bas, les bâtisseurs affirmaient que le pouvoir installé dans cette vallée s'enracinait au lieu même de l'origine. Le sanctuaire naturel devenait le fondement, au sens propre, d'un édifice humain. Et l'édifice, en retour, tirait de lui son autorité. C'est le geste politique le plus efficace qui soit. Ne pas inventer une légitimité, mais s'asseoir sur une légitimité qui existait avant vous. Il y a pourtant dans ce geste une singularité qui ne cesse de troubler. Partout ailleurs, un pouvoir qui accomplit une chose pareille la signe. Il grave un nom sur la première pierre, dresse une stèle, fait sculpter le visage de celui qui a ordonné les travaux. Ici, sur le plus vaste monument de la ville, sur cette masse d'1 million de mètres cubes hissés panier après panier, rien. Aucune inscription de fondation, aucun portrait, aucun nom. Le couvercle est immense, parfaitement ajusté et anonyme. Un bloc de pierre pèse plusieurs dizaines de tonnes. Il faut le déplacer sur des kilomètres, puis le hisser. Pour cela, les bâtisseurs de cette vallée disposent de cordes, de rondins, de rampes de terre battue, de leviers de bois et de bras humains. Ils ne disposent de rien d'autre. Pas d'outils en métal, pas de poulies, pas de roues employées au transport, pas une seule bête capable de tirer une charge. Le continent n'a ni bœuf, ni cheval, ni mulet. Une pierre qui monte ici monte parce que des hommes la tirent. L'affaire n'est pas insoluble, elle est simplement lente et coûteuse en vie. Le bloc est calé sur des rouleaux de bois, halés au cordage le long d'une rampe inclinée. À mesure qu'il avance, on récupère les rondins arrière pour les replacer devant. 50 hommes tirent, 10 guident, 20 remplacent les rouleaux. Un jour de travail peut se solder par quelques dizaines de mètres. Ce n'est pas une prouesse d'ingénieur, c'est une prouesse de comptable, de contremaître et de grenier à maïs. La véritable question technique de Teotihuacan n'a jamais été de savoir soulever la pierre. Elle a été de savoir nourrir, loger, encadrer et faire revenir chaque matin les milliers d'hommes qui la soulèvent pendant des décennies. Et la ville a trouvé pour cela une solution d'une élégance rare, visible sur chaque façade, à condition de savoir la lire. Regardons un flanc de pyramide. Il ne monte pas d'un jet comme une dune. Il se compose d'une alternance rigoureuse. D'abord un plan incliné, un talus oblique qui s'élève en pente franche,
Puis, posé dessus, un panneau vertical rectangulaire, ceint d'un cadre en saillie, comme un tableau encastré dans le mur. Puis à nouveau un talus, puis à nouveau un panneau, talus, panneau, talus, panneau, jusqu'au sommet. Les archéologues nomment ce module le talud tablero, et il est la signature architecturale de la cité, au point que sa présence, à des centaines de kilomètres de là, suffit à trahir l'influence de Teotihuacan sur un site étranger. Ce module fait deux choses à la fois. Il découpe la masse. Une pyramide de 60 mètres construite d'un seul talus continu ressemblerait à un tas, un terril, une colline échouée. En imposant une scansion horizontale, le talus de Tablero transforme le tas en architecture. L'œil compte les niveaux, saisit la proportion, comprend qu'il regarde un objet pensé et non un accident. Et il sculpte l'ombre. Le cadre en saillie du panneau projette, sous le soleil vertical du plateau, une barre d'ombre nette et profonde. Au fil de la journée, cette barre se déplace, s'amincit, s'inverse. À midi, la façade est une grille de traits noirs et durs. Au couchant, la lumière rasante avale les panneaux, allonge les talus, et le même monument paraît deux fois plus haut, deux fois plus lourd. Le bâtiment n'est jamais deux fois le même. Il respire avec le ciel. Un détail mérite d'être signalé honnêtement, parce qu'il oppose encore les spécialistes. Saburo Sugiyama tient la pyramide du serpent à plumes pour le premier emploi véritable du talus tablero à Teotihuacan. Andrel Garcia Cook, lui, signale des apparitions bien antérieures ailleurs sur le haut plateau, notamment à Tlalan-Caleka. Le procédé aurait donc été inventé hors de la vallée avant d'être adopté, systématisé et exporté par la grande ville. Le débat n'est pas tranché. Ce qui est certain, c'est que Teotihuacan en a fait sa langue. Sous cette peau savante, le corps du bâtiment obéit à une autre logique, celle du chantier. L'intérieur d'une pyramide, ici, n'est pas de la maçonnerie pleine. On y élève d'abord des murets de pierres sèches, cloisons qui découpent le volume en caissons, en cellules juxtaposées comme les alvéoles d'un rayon. Chaque cellule est ensuite bourrée de terre, de gravats, de tessons, de briques crues. Le principe est double. Il empêche le remblai de fruer sous son propre poids et de faire ventre. Sur des dizaines de mètres de hauteur, la matière meuble ne demande qu'à s'étaler. Et il segmente le travail. Une équipe reçoit une cellule, la remplit, s'en va. 20 équipes peuvent œuvrer côte à côte sans se gêner ni s'attendre. Le monument n'est pas monté par une foule, mais par une addition de petits chantiers indépendants qui, ensemble, produisent une montagne. Cela suppose une chose que la pierre ne dit pas. Quelqu'un tient les comptes. Quelqu'un distribue les cellules, mesure les volumes, contrôle le rythme, décide qui remplit quoi. Une bureaucratie du remblai. Elle n'a laissé ni registre, ni tablette, ni nom. Seulement ses alvéoles qui témoignent d'elle comme une empreinte. Vient enfin le revêtement, et c'est là que notre image de Teotihuacan s'effondre. Sur les caissons, on plaque un parement de pierre taillée. Sur le parement, une couche d'enduit de chaux, lissée jusqu'à devenir dure et polie comme une coquille. Cet enduit a un coût que l'on sous-estime toujours. Pour obtenir de la chaux, il faut cuire du calcaire à très haute température, longtemps, et pour cela, il faut du bois, des forêts entières. Chaque mètre carré de façade blanche représente des arbres abattus, débités, brûlés dans des fours. Certains chercheurs voient dans cette fin de combustible l'une des causes du déboisement progressif de la vallée, un monument qui dévore lentement le paysage qui le porte. Puis, sur l'enduit, la peinture. Et la couleur dominante, celle qui recouvre les façades, les plateformes, les murs, les avenues, c'est le rouge. Un rouge sourd, dense, minéral, appliqué aux pigments sur toute la ville. Du blanc, de l'ocre ailleurs. Mais d'abord et surtout du rouge. Ce que nous escaladons aujourd'hui, ce que nous photographions au coucher du soleil, cette masse gris-brun, rugueuse, ébréchée, mangée de lichen, ce n'est pas Teotihuacan. C'est son squelette, débarrassé de sa chair par 15 siècles de pluie, de gel et de vent. La vraie cité, celle que voyaient ses habitants, était une ville rouge. Depuis les crêtes de la vallée, à l'aube,
Elle devait apparaître comme une coulée de sang séché posée sur la plaine, avec ses montagnes artificielles luisant sous la lumière rase et ses milliers de toits-terrasses enduits de blanc. Toutes nos photographies mentent par omission. Il reste, pour s'en convaincre, à quitter les pyramides et à entrer dans une maison. À Tétitla, à Atetelco, à Tepantitla, les murs ne dépassent guère la taille d'un homme. Le silence est total. Les cars de touristes ne s'arrêtent pas ici. On franchit un seuil. On traverse une cour intérieure à ciel ouvert, et l'ombre tombe d'un coup, fraîche, presque humide. Sur les parois, l'enduit a tenu. Il porte encore des fresques, des jaguars tachetés qui avancent en file, des serpents ondulants, des divinités de l'eau, des prêtres en procession d'où sortent des volutes, des rouleaux figurant la parole ou le chant. Et le fond de ces images, presque partout, est rouge. Devant un mur pareil, l'échelle bascule. On n'est plus devant un monument, on est chez quelqu'un. Le pigment est à 30 centimètres du visage. On distingue le coup de pinceau, les reprises, les hésitations. Une main a fait cela, un après-midi, il y a 18 siècles, dans une pièce où l'on vivait. Et cette main non plus n'a rien signé. C'est la constante de cette ville, et elle finit par prendre à la gorge. Tout ici est parfaitement organisé, parfaitement standardisé, parfaitement exécuté. Un module architectural unique, décliné sur des kilomètres, une technique de remplissage rationalisée, un enduit maîtrisé, une palette imposée à l'ensemble de l'agglomération. Rien de tout cela ne s'improvise. Il a fallu des maîtres d'œuvre, des ateliers, des écoles, des consignes, une transmission. Il a fallu quelque part des gens dont c'était le métier et l'orgueil. Ils ont couvert 20 km² de leur savoir-faire et n'ont laissé dans toute cette pierre rouge pas une seule marque qui dise « moi ». Toute la ville est de travers. Pas un peu de travers, pas approximativement, de 15 degrés et demi vers l'est du nord véritable. L'avenue centrale, les rues transversales, les enceintes, les temples, les milliers de bâtiments d'habitation, les murs, les canaux, tout est pivoté du même angle, sur 20 km². Et cet écart est tenu avec une constance qui interdit d'y voir une négligence. On peut se tromper sur un bâtiment, on peut dériver sur une rue. On ne se trompe pas identiquement sur une surface grande comme un arrondissement entier pendant plusieurs siècles en reproduisant exactement la même erreur. Un tel angle ne s'obtient pas par hasard, il se décide, se mesure, se transmet et se défend contre le temps. La cité n'est pas mal orientée, elle est orientée ailleurs. Il faut, pour saisir ce que cela représente, marcher sur l'axe. Il porte un nom que les Aztèques lui ont donné, la chaussée des morts, et il court sur environ 4 kilomètres, du sud vers le nord, large par endroits de 40 mètres. On peut se tenir à son extrémité méridionale et voir, tout au bout de la ligne, la pyramide de la Lune, minuscule, posée dans l'axe comme le point final d'une phrase. La distance équivaut à une traversée du Louvre jusqu'à la Bastille, sans une courbe, sans un décrochement, sans un carrefour qui vienne rompre la visée. De part et d'autre, les plateformes se succèdent avec la scansion du talus et du panneau, du talus et du panneau, comme un métronome de pierre qui vous accompagne pendant 1 heure de marche. L'effet est physique et parfaitement calculé. La perspective rétrécit, les murs latéraux enferment, le point de fuite ne se rapproche jamais assez vite. Le corps comprend, bien avant l'esprit, qu'il est en train de traverser quelque chose qui ne lui appartient pas. On ne se promène pas sur cette avenue, on y est convoqué. 18 siècles plus tard, avec des chaussures de sport et une bouteille d'eau, le dispositif fonctionne encore. Le nom, lui, est une erreur et il faut le dire clairement. Les Aztèques, découvrant les plateformes alignées le long de la voie, y ont vu des tombeaux et ont baptisé la rue en conséquence. Ce ne sont pas des tombeaux, ce sont des temples, des bâtiments administratifs, des complexes rituels. Il n'y a jamais eu de nécropole ici. Nous continuons pourtant, aujourd'hui encore, sur tous les panneaux et dans tous les guides, à désigner la principale artère de la plus grande ville des Amériques par le contresens d'un peuple arrivé 7 siècles après sa mort. À l'extrémité sud de l'axe s'ouvre un vaste espace clos, un quadrilatère cerné de plateformes qu'on appelle la Ciudadela, la citadelle.
Le mot est espagnol et trompe lui aussi. L'endroit n'a rien d'une forteresse. C'est une esplanade fermée, capable d'accueillir des dizaines de milliers de personnes, avec en son cœur un temple. Juste en face, de l'autre côté de l'avenue, s'étend un ensemble symétrique que les archéologues considèrent comme le grand marché de la cité. Le pouvoir et l'échange, le rituel et la marchandise se font face de part et d'autre de la ligne. Rien dans cette ville n'est posé au hasard. Reste l'angle. Et c'est là que le sol se dérobe. Car pour tracer une ligne de 4 kilomètres qui ne dévie pas, il faut plus qu'une bonne intention. Il faut une méthode, des instruments et une obstination organisée. La méthode existe, elle est documentée et elle n'exige aucune technologie que la Mésoamérique n'ait possédée. On plante un premier jalon. On en plante un second à quelques dizaines de mètres en alignant l'œil sur le premier. Puis un troisième, aligné sur les deux précédents, et ainsi de suite. L'opération que les topographes appellent le jalonnement. La verticalité de chaque jalon se contrôle au fil à plomb. Une pierre au bout d'une cordelette, rien de plus. La distance se mesure au cordeau tendu, à la corde nouée à intervalles réguliers. L'angle droit s'obtient par la corde à nœud, en formant un triangle dont les côtés sont dans un rapport connu. Ce sont les outils de tous les arpenteurs du monde antique, de la vallée du Nil aux plaines chinoises. Ils ne demandent ni métal ni mécanique. Ils demandent du temps, des hommes disciplinés et quelqu'un capable de vérifier. Sur des marqueurs gravés dans le sol de la cité, on a d'ailleurs retrouvé des croix incisées formées de deux traits séquents entourés de cercles concentriques. Certaines se répondent à distance, sur des kilomètres. Ce sont très probablement des repères d'implantation, les points de calage à partir desquels la trame fut tirée. La ville a laissé les traces de son propre chantier d'arpentage. Et pendant qu'on trace, on corrige la nature. Une rivière traverse la vallée, le Rio San Juan. Elle coule, comme toutes les rivières, selon la pente et le caprice du terrain, ce qui la met en travers de la trame. Les bâtisseurs ne contournent pas l'obstacle et ne renoncent pas à leur angle. Ils déplacent la rivière. Ils la canalisent, la redressent, l'obligent à couper l'avenue à l'endroit et sous l'angle qui conviennent au plan. Le cours d'eau est prié de rentrer dans le rang. Sous les rues courent par ailleurs des canaux de drainage et sous les complexes résidentiels, des réseaux d'évacuation qui recueillent l'eau des cours intérieures. Voilà ce que signifie concrètement une ville planifiée. Non pas des monuments posés dans un paysage, mais un paysage plié à une géométrie décidée d'avance. Reste à savoir sur quoi cette géométrie est pointée, et c'est ici que la science se divise honnêtement. Le Soleil est un candidat sérieux. À la latitude de la vallée, l'orientation de l'axe correspond, selon plusieurs analyses, au coucher du Soleil à certaines dates précises de l'année, des dates qui découpent le calendrier en intervalles réguliers et pourraient avoir servi à caler les semailles, les récoltes, les fêtes. Une ville entière fonctionnant comme un instrument de mesure du temps agricole. Un autre candidat est stellaire. L'axe perpendiculaire à l'avenue, orienté vers l'ouest, viserait le point de coucher d'un amas d'étoiles bien visible à l'œil nu et dont le lever héliaque jouait un rôle majeur dans les calendriers mésoaméricains ultérieurs. Un troisième explique tout par le relief. Au nord, dans le prolongement exact de l'avenue, se dresse la montagne du Cerro Gordo. La ville pointerait simplement sur elle, sur la montagne d'eau, la masse qui domine la vallée et retire les nuages. Aucune de ces lectures n'est établie, et rien n'interdit qu'elles se combinent. Ce qui est acquis, en revanche, ne dépend d'aucune d'elles. L'angle est intentionnel. Il a été calculé par des gens qui observaient le ciel et l'horizon avec méthode, et il a été imposé à l'ensemble d'une agglomération de plus de 100 000 habitants pendant des siècles. C'est la conclusion la plus solide et, à bien y regarder, la plus vertigineuse. Car imposer, cela se dit vite. Cela veut dire que le fondateur de chaque maison, dans chaque quartier, sur 20 km² et pendant 300 ans, a construit selon un angle qu'il n'avait pas choisi. Que le tracé d'une rue nouvelle, 2 siècles après la fondation, respectait encore la décision prise par des hommes morts depuis longtemps. Que la norme a survécu à ses auteurs, à leurs enfants, à leurs petits-enfants, et qu'elle a tenu. Aucune ville antique du continent n'offre une pareille continuité de plan.
Rome elle-même, à la même époque, est un enchevêtrement de quartiers accumulés sans trame d'ensemble. Une telle discipline suppose une volonté unique, ininterrompue, capable de contraindre des générations entières. Elle suppose, en termes ordinaires, un État, et derrière l'État, quelqu'un qui décide. Cet angle de 15 degrés et demi est la trace la plus massive, la plus indiscutable et la mieux conservée d'un pouvoir immense. C'est aussi tout ce qu'il nous a laissé de lui. Nous mesurons sa décision au décimètre près, sur des kilomètres. Nous ne savons pas son nom, ni combien ils étaient, ni s'ils portaient une couronne. La truelle dégage d'abord un crâne, puis une épaule, puis sous l'épaule, la position des os des bras, ramenés dans le dos, poignets superposés. L'homme a été enterré les mains liées. Il n'est pas seul. À côté de lui, un autre, dans la même posture. Puis un autre encore. Les fouilleurs suivent la fosse, et la fosse suit le mur. Le mur est celui de la pyramide, et le compte monte. 10, 20, 60. À la fin, on dénombrera plus de 200 corps disposés autour et sous l'édifice, en groupes réguliers, aux angles, sur les axes, selon un ordre qui n'a rien à charnier. Ils ont été couchés là au moment où le monument sortait de terre, aux alentours des années 150 à 200 de notre ère. Plus de 1000 ans avant que les Aztèques n'existent. C'est la seconde idée reçue qui tombe. Les sacrifices humains, dans l'imaginaire commun, appartiennent aux Aztèques tardifs, aux prêtres du Templo Mayor et aux récits des conquistadors. Ils sont ici, à Teotihuacan, plus d'un millénaire plus tôt, à une échelle qui donne le vertige. Une compagnie entière de soldats dans les fondations d'un seul bâtiment. Le bâtiment mérite qu'on s'y arrête, car il n'est pas un temple parmi d'autres. Il se dresse au cœur de la vaste esplanade close, à l'extrémité méridionale de l'avenue. Il est plus petit que les deux grandes pyramides, mais il est le seul dont la façade soit entièrement sculptée. Et cette façade est une chose que rien dans le reste de la ville ne laissait prévoir. Des têtes de serpents en sortent, littéralement. D'énormes têtes de pierre projetées hors du mur, gueule ouverte, entourées d'une collerette de plumes taillées une à une. Entre elles, alternant, une autre tête, plus abstraite, aux grands yeux cerclés, une figure associée à la tempête et au temps. Les orbites étaient garnies d'obsidienne polie. Sous le soleil, ses yeux brillaient. Le fond du panneau est jonché de coquillages sculptés, coquilles marines et conques, à 200 km de la mer. Le mur entier fut peint, incrusté, rehaussé. Il ne s'agissait pas de décorer, il s'agissait d'éblouir. Aujourd'hui, l'ombre de l'esplanade est glaciale et le soleil, dès qu'on en sort, frappe comme une porte de four. On passe la main sur une gueule de serpent. La pierre est froide, les plumes sont nettes, chaque barbe est là. Ceux qui ont taillé cela travaillaient avec des outils de pierre, et sous ce mur somptueux, il y a les 200. L'analyse des ossements a livré, méthodiquement, un portrait qui n'était pas attendu. Une grande partie des victimes sont des hommes jeunes, robustes, dans la force de l'âge. Ils ne sont pas nus, ils portent des attributs guerriers, des pointes de projectiles disposées en faisceaux comme des trophées, des colliers, des ornements. 72 d'entre eux ont été identifiés comme des guerriers. Ce ne sont pas des misérables tirés d'une prison, ce sont des militaires, équipés, ornés, enterrés dans leur métier. Puis il y a le détail qui arrête net. Autour du cou de certains pendait un collier fait de mâchoires humaines. Chez la plupart, ce sont des imitations, taillées dans la coquille, sculptées pour ressembler à des mandibules. Mais chez 4 d'entre eux, les mâchoires sont réelles. De 7 à 11 mâchoires humaines par homme, prélevées sur d'autres individus, percées et enfilées. L'examen isotopique de ces os montre que leurs anciens propriétaires provenaient de régions différentes de la Mésoamérique. Ces 4 hommes-là avaient donc combattu loin, plusieurs fois, et rapporté de chaque campagne une preuve qu'ils portaient sur la poitrine. Des vétérans décorés à la manière de leur monde. Ils ont fini dans les fondations. C'est là que l'affaire cesse d'être macabre pour devenir politique, et qu'une gêne s'installe qui ne se dissipe pas immédiatement. Le réflexe naturel est de supposer des prisonniers. On fait la guerre, on capture l'ennemi, on l'immole. Le schéma est connu partout dans le monde ancien et il est confortable, parce qu'il maintient la violence à l'extérieur du groupe.
Or, les données ne s'y plient pas. L'analyse isotopique des dents, qui enregistre dans l'émail la signature chimique de l'eau bue pendant l'enfance, montre qu'une partie des victimes venait bien d'ailleurs, de régions parfois lointaines. Mais leur équipement, leur position, leur traitement funéraire ne sont pas ceux de captifs humiliés. Ce sont ceux de soldats. Beaucoup, très probablement, servaient Teotihuacan, une armée qui, comme toutes les armées d'Empire, recrutait au-delà de ses frontières. Autrement dit, l'État n'a pas sacrifié ses ennemis. Il a, selon toute vraisemblance, sacrifié ses propres hommes. Cela paraît absurde, et cela ne l'est pas. Regardons la disposition. Les corps ne sont pas jetés. Ils sont répartis en groupes dont les effectifs suivent des nombres réguliers, par 4, par 8, par 18, par 20, des nombres qui appartiennent au calendrier et à la cosmologie mésoaméricain. Ils sont placés aux angles, le long des axes, en miroir d'un côté et de l'autre du monument. Au centre, une fosse plus riche. L'ensemble compose une figure. Le bâtiment est cerné d'un dispositif humain qui répond exactement à la géométrie de la pierre. Ce n'est pas une tuerie, c'est une architecture faite de corps. Le geste s'appelle une dédicace. Dans la pensée de cette culture, un édifice n'est pas achevé quand la dernière pierre est posée. Il doit être animé, chargé, nourri. On lui donne une âme en lui donnant de la vie. Sacrifier des soldats sous les fondations, c'est enterrer sous le temple la force même de l'État, le convertir en assise. Les guerriers deviennent, littéralement, ce sur quoi le pouvoir repose. Et il faut, pour comprendre l'effet produit, remettre la scène en place. Cela n'a pas eu lieu la nuit dans une cave. Cela s'est passé au centre de la ville, dans l'esplanade close, devant un espace capable de contenir des dizaines de milliers de personnes. Une population entière regarde. Elle voit défiler des hommes en armes, décorés, reconnaissables, peut-être leurs voisins, leurs fils, leurs frères. Elle voit ces hommes descendre dans les fosses et ne pas remonter. Puis elle voit monter par-dessus eux un mur de serpents aux yeux d'obsidienne. Le message est parfaitement lisible et il n'a pas besoin d'écriture. Le pouvoir qui s'installe ici dispose de tout. Il dispose des pierres, des hommes, des vies de ses meilleurs soldats. Il peut prendre ce qu'aucune cité voisine n'oserait dépenser. Un ordre capable de sacrifier ses propres guerriers d'élite est un ordre dont on ne discute pas les décisions. Ce jour-là, quelque chose change dans la vallée. Jusqu'alors, la ville a bâti des montagnes de pierre, tracé des avenues, plié une rivière. Elle passe désormais à autre chose. Elle met en scène, devant témoins, une démonstration de puissance absolue sur les corps. Et le plus troublant n'est pas la fosse. Le plus troublant est ce qui, encore une fois, n'y figure pas. Une cérémonie de cette ampleur, dans n'importe quelle autre civilisation, porte une signature. Le roi qui l'ordonne se fait représenter au-dessus des victimes, fait graver son nom, sa date, son titre, pour que l'on sache qui a eu le pouvoir de faire cela. Sur la façade de ce temple, il y a des serpents, des plumes, des coquillages, des yeux de verre volcanique. Il n'y a personne. Aucun visage humain identifiable, aucune inscription, aucun nom. 200 hommes ont été couchés dans le sol pour consacrer ce bâtiment. Nous savons combien ils étaient, d'où ils venaient, ce qu'ils portaient au cou et comment leurs mains étaient liées. Nous ignorons absolument à qui ils ont été offerts. En octobre 2003, il pleut sur la vallée. Une pluie de plateaux, lourde, verticale, qui tombe pendant des heures et détrempe la terre jusqu'à la saturer. Au matin, le ciel s'est éclairci et l'archéologue Sergio Gómez Chavez fait le tour habituel du site. Au pied de la pyramide du serpent à plumes, dans l'esplanade close, quelque chose a changé. Le sol s'est ouvert. Un trou d'environ 1 mètre de diamètre, au bord net, comme si la terre avait été aspirée par en dessous. Il n'appelle pas d'équipe, il ne convoque pas de commission. Il se noue une corde autour de la taille, prend une lampe et descend. Le faisceau ne rencontre pas une cavité, ni une poche d'effondrement. Il éclaire un couloir. Un couloir taillé, aux parois travaillées, qui file dans 2 directions et se perd des 2 côtés dans des amas de pierre et de terre.
Un homme est suspendu à une corde, seul, à quelques mètres sous une esplanade que des millions de touristes ont piétinée, et sa lampe éclaire un passage que personne n'a vu depuis 18 siècles. Le monument le plus fouillé du continent avait, sous ses pieds, une porte. Il avait fallu une averse pour la trouver. Ce qu'il découvre là mettra 15 ans à se laisser explorer, et le travail n'est toujours pas achevé. Le tunnel court sur une centaine de mètres et pénètre sous le cœur même de la pyramide. Il descend à une profondeur d'environ 18 mètres sous le niveau du sol, l'équivalent d'un immeuble de 6 étages enfoui. Et il n'a pas été abandonné, il a été fermé. Volontairement, méthodiquement, comblé sur toute sa longueur de terre, de gravats, de blocs et de débris, dans une opération qui a demandé un travail considérable. Les hommes de Teotihuacan ont creusé ce passage, ils y ont déposé quelque chose, puis ils l'ont bouché derrière eux, comme on scelle un tombeau. La datation situe cette fermeture autour du IIIe siècle de notre ère. À l'autre bout du monde, à ce moment-là, Rome traverse sa crise, les légions se déchirent, l'empire vacille. Ici, dans une vallée mexicaine, des hommes remblaient une galerie pour que personne n'y entre plus. Et personne n'y est entré jusqu'à cette pluie d'octobre. Les fouilles commencent en 2009. Elles sont lentes, périlleuses, sales. Le remblai doit être retiré saut par saut, tamisé, enregistré. La voûte menace. L'humidité est totale. On envoie devant, dans les portions instables, de petits robots équipés de caméras, des machines à chenilles qui avancent dans le noir là où le corps humain ne peut pas encore passer et qui reviennent avec des images de vide, de blocs et parfois de reflets. Puis le tunnel commence à rendre ce qu'il gardait. Plus de 75 000 objets en sortiront. Le chiffre paraît irréel pour un couloir de 100 mètres. C'est un dépôt d'une densité inouïe, entassé sur toute la longueur. Des statuettes de jade, matière précieuse venue de très loin. Des coquillages marins par milliers, coquilles et conques rapportés des côtes à des centaines de kilomètres, sans bêtes de somme et sans roues. Des ossements de jaguar, des balles de caoutchouc, des masques de bois incrustés de pierres, des couteaux, des pointes, des miroirs. Et des sphères, des boules d'argile de quelques centimètres entièrement recouvertes d'une couche de pyrite. La pyrite est un minéral d'un éclat métallique jaune, presque doré. Fixées à la voûte, éclairées à la torche, ces sphères devaient scintiller au-dessus des têtes comme un ciel de métal. Car le tunnel n'est pas un couloir, c'est une scène. Les parois furent, à certains endroits, saupoudrées de minéraux réfléchissants qui renvoient la lumière en poussière brillante. On y descendait avec du feu, et le feu se démultipliait. Au bout, à l'aplomb du centre de la pyramide, le passage débouche sur 3 chambres. Et dans ces chambres, au sol, des flaques de mercure liquide. Ici, il faut ralentir, parce que c'est très exactement le point où les récits dérapent. Le mercure liquide dans une pyramide précolombienne a tout, en apparence, de la découverte impossible, et il a nourri les fantaisies les plus tenaces. Il n'y a pourtant rien là qui excède les moyens de cette civilisation. Le mercure s'extrait du cinabre, un minerai rouge vif, sulfure de mercure, abondant dans plusieurs régions de la Mésoamérique et exploité depuis très longtemps pour son pigment écarlate. Il suffit de chauffer ce minerai, le soufre part en fumée, le métal se condense et coule. L'opération est à la portée d'un four ordinaire. Du mercure a d'ailleurs été identifié sur d'autres sites, chez les Olmèques comme chez les Mayas, où on l'employait notamment en relation avec des offrandes précieuses. C'est une substance rare, coûteuse, réservée aux usages les plus solennels. Ce n'est pas une anomalie technologique. Ce qui reste à expliquer, ce n'est pas la manière, c'est l'intention. Et la gêne, ici, est réelle, parce qu'elle porte sur l'ensemble du dispositif. Creuser 100 mètres sous une pyramide à la pioche de pierre dans le tuf volcanique, y descendre des dizaines de milliers d'objets choisis, dont certains transportés depuis des 2 littoraux, couvrir les parois de poussière brillante et la voûte de sphères dorées, puis reboucher entièrement le passage, saut après saut, et poser par-dessus le temple le plus somptueux de la ville. Personne ne fait cela pour cacher quelque chose à un voleur. On engloutit un tel effort pour une seule raison, parce que ce que l'on construit là-dessous doit exister,
sans avoir besoin d'être vus. L'interprétation avancée par Gomes-Chavez, partagée par beaucoup de ses collègues, tient en une image. Le tunnel serait une maquette, une reproduction sous terre du monde d'en bas. Tout s'y accorde. Le passage descend comme on descend chez les morts. Les parois brillent comme un ciel nocturne renversé. Les coquillages et les objets marins figurent l'eau primordiale. Et le mercure, cette matière lourde, mouvante, parfaitement réfléchissante, qui tremble à la moindre vibration et renvoie la flamme des torches, le mercure serait un lac, une rivière souterraine. La nappe d'eau immobile que l'on traverse en quittant le monde des vivants. Il n'existe pas sur Terre de matière qui imite mieux une eau surnaturelle. Cela reste une hypothèse, solide, cohérente, largement admise, mais une hypothèse, et il faut le dire sans détour. Il faut dire aussi, avec la même franchise, ce que l'on n'a pas trouvé. Gomes-Chavez a cherché une tombe. Il l'a dit, il l'a espéré pendant des années, et l'attente était rationnelle. Un tunnel de ce luxe, sous ce temple, aboutissant à des chambres, ressemble à s'y méprendre à l'antichambre d'une sépulture royale. Trouver là le corps d'un souverain de Téotihuacan, avec ses insignes, aurait été l'événement archéologique du siècle. Cela mettrait un visage, peut-être un nom, sur le pouvoir qui a bâti tout cela. Les chambres avaient déjà été visitées dans l'Antiquité, fouillées, remuées, vidées de ce qu'elles pouvaient contenir de plus précieux. Ce qui subsiste est immense, mais aucune tombe royale n'y a été mise au jour. Affirmer qu'on a découvert la sépulture d'un roi de Téotihuacan serait un mensonge, et ce mensonge circule pourtant. Aujourd'hui encore, on descend là-dedans. On accède par une cage étroite, une échelle métallique, quelques dizaines de marches. En bas, l'air est saturé d'eau. On entend des gouttes tomber régulièrement dans le silence. L'odeur est celle de la terre mouillée et de la pierre broyée. Les lampes accrochées à la voûte laissent des zones d'ombre où la galerie continue. On a 100 mètres de roche au-dessus de la tête, et l'on marche là où des hommes ont marché à reculons en comblant leur propre ouvrage. Sergio Gomes-Chavez a consacré 15 années de sa vie à ce couloir. Il n'en a pas encore atteint le terme. L'exploration se poursuit, mètre par mètre, et le sol n'a pas fini de parler. C'est ce qui distingue cette histoire de presque toutes les autres. Le tunnel n'est pas une énigme close, rangée dans un manuel. C'est un chantier en cours, dans lequel des gens descendent le matin avec des casques et remontent le soir avec des seaux. La réponse à la question de savoir ce qui se trouve au bout ne dépend pas d'un raisonnement, elle dépend du travail des prochaines années. Une ville a creusé un monde souterrain, y a versé un lac de métal, l'a scellé pour toujours, et n'a laissé sur les 100 mètres de ce chef-d'œuvre invisible pas une ligne pour dire à qui il était destiné. Pendant plus d'un siècle, on s'est trompé sur la nature même de cet endroit. Les pyramides sont là, l'avenue est là, les temples sont là. La conclusion allait de soi. Téotihuacan devait être ce que la Mésoamérique produisait d'ordinaire, un centre cérémoniel. Un lieu de culte monumental où les prêtres résidaient et où la population des campagnes environnantes montait aux grandes fêtes avant de redescendre chez elles. Un sanctuaire, pas une ville. Les guides le disaient, les manuels le répétaient. Puis, dans les années 60, un archéologue nommé René Millon décide de faire une chose que personne n'avait faite, cartographier. Pas les monuments, tout. Chaque butte, chaque alignement de pierres, chaque tesson affleurant sur des kilomètres carrés de champs de maïs et de figuiers de Barbarie. Le projet mobilise des équipes pendant des années. On quadrille, on prospecte à pied, on photographie depuis les airs, on relève. La carte qui en sort met fin au malentendu d'un seul coup d'œil. Il n'y a pas un centre cérémoniel entouré de vide. Il y a, sur une vingtaine de kilomètres carrés, une trame urbaine dense, continue, saturée de bâtiments. Des rues, des îlots, des murs, des cours, des ateliers, des canaux. Les pyramides dans cet ensemble ne représentent qu'une fraction du bâti. Le reste, l'écrasante majorité, ce sont des maisons, plus de 2000. 2000 à 2300 ensembles résidentiels recensés un par un. Et ce ne sont pas des maisons au sens où nous l'entendons. Chacun de ces ensembles est un bloc unique, à peu près carré, souvent de l'ordre de 60 mètres de côté.
Vue de l'extérieur, c'est une forteresse muette, des murs pleins, aveugles, sans fenêtres, une ou deux entrées étroites. Rien ne dépasse, rien ne se donne à voir. À l'intérieur, en revanche, l'espace se déploie. Des dizaines de pièces distribuées autour de plusieurs cours à ciel ouvert, des couloirs, des portiques, des escaliers de quelques marches, un hôtel domestique au centre, et sous le sol, un réseau de canalisation qui évacue l'eau de pluie. Le toit est plat, le bâtiment est de plein pied. Dans un tel bloc vivaient entre 60 et 100 personnes. Ce sont des immeubles collectifs. Des logements multifamiliaux, standardisés, construits selon un modèle répété 2000 fois à travers l'agglomération, tous alignés sur la trame et sur l'angle imposés à la ville entière. Environ 85% des habitants de Teotihuacan vivaient dans ce type de bâtiment. Rien de comparable n'existe ailleurs en Mésoamérique. Rien de comparable n'existe, à l'époque, dans la plupart du monde. Il faut aller chercher les insulae de Rome pour trouver un équivalent, et encore, l'insula romaine s'entasse en hauteur, dans le désordre, au gré des spéculateurs. Ici, tout est de plein pied, régulier, prévu. Quelqu'un a logé 100 000 personnes selon un plan. On franchit aujourd'hui l'un de ces seuils à Tetitla ou à Atetelco, et le contraste est brutal. Dehors, l'avenue, le vent, la lumière blanche, l'écart. Dedans, plus rien. Les murs arrivent à hauteur d'homme, la cour est petite, le silence est complet, presque aucun visiteur ne s'aventure ici. Le sol est frais. On fait 3 pas et l'échelle change entièrement. Après des heures passées à se sentir minuscule au pied des montagnes de pierre, on se retrouve, d'un coup, chez quelqu'un. Une pièce, un seuil, un endroit où l'on dormait. Le monumental cède au domestique, et c'est là, curieusement, que la ville devient réelle. Sur les murs, l'enduit a tenu. Des jaguars tachetés marchent en file, la queue relevée. Des créatures aquatiques ondulent sur fond rouge. Des personnages en procession laissent échapper de la bouche des volutes qui figurent la parole ou le chant. On est à 30 centimètres de la peinture. On voit le trait, la reprise, la main. Cette main appartenait à un habitant. Et à ce stade, une gêne s'installe, qui n'est plus celle des pyramides. Car un immeuble, cela s'attribue. Une famille, un clan, un propriétaire. Dans une ville de cette taille, avec 2000 blocs résidentiels, une économie exportatrice et des marchés, il devrait exister quelque part une trace de qui possédait quoi. Un cadastre, des sceaux, des marques de propriété, des noms sur les seuils. Il n'y a rien de tel. Les fresques représentent des dieux, des prêtres, des animaux, des rituels. Jamais un maître de maison, jamais un portrait, jamais une légende qui dise à qui appartient la pièce. Et le peuplement de ces blocs rend l'énigme plus aiguë encore, parce qu'il révèle une ville stupéfiante d'ouverture. Certains quartiers ne sont pas téotihuacanais. Dans une zone à l'ouest, la céramique n'est pas locale, les tombes ne sont pas locales, les urnes funéraires sont typiques de la vallée d'Oaxaca, à des centaines de kilomètres au sud. C'est un quartier zapotèque. Ses habitants ont vécu là pendant des générations, en gardant leur vaisselle, leurs rites, leurs morts, à l'intérieur d'une ville étrangère. Ailleurs, un autre quartier livre des matériaux venus de la côte du Golfe. Un autre encore, des objets et des pratiques mayas. Les analyses isotopiques confirment ce que la poterie suggérait. Une partie non négligeable de la population de Teotihuacan n'est pas née dans la vallée. C'est une métropole d'immigration. Une ville où l'on vient de partout, où l'on s'installe par communauté, où l'on conserve sa langue et ses dieux tout en construisant sa maison selon la norme locale et selon l'angle imposé à tous. Les nouveaux venus adoptent le plan de la ville et gardent leur tombe. C'est très exactement ce que font, aujourd'hui encore, les quartiers d'immigrés de toutes les grandes capitales. Et ce qui attire ces gens, ce n'est pas la piété, c'est le travail. Teotihuacan est une machine économique. Son moteur est le verre volcanique, l'obsidienne, extraite des gisements du plateau, travaillée en ville dans des ateliers spécialisés dont on a repéré les concentrations de déchets de taille par centaines.
On y produit des lames, des pointes, des grattoirs, des objets rituels en quantité qui dépasse de très loin les besoins locaux. La ville ne consomme pas sa production, elle l'exporte. Les éclats d'obsidienne verte de Pachuca, reconnaissables entre tous, se retrouvent à des centaines et des centaines de kilomètres jusque dans les cités mayas des Basses-Terres. Avec eux voyage une céramique fine, orangée, produite en série, que l'on rencontre dans la moitié de la Mésoamérique. Cela suppose des artisans, des ateliers, des intendants, des convoyeurs, des marchés, des entrepôts, des routes. Cela suppose une organisation du travail à l'échelle d'une agglomération de 100 000 personnes, capable de faire vivre des dizaines de milliers de non-agriculteurs. En face de l'esplanade close, le vaste ensemble symétrique que les archéologues identifient comme le Grand Marché occupe une surface équivalente. Le commerce et le rituel se regardent, de taille égale, de part et d'autre de l'avenue. Reste à savoir qui tenait la barre. Et c'est précisément dans les immeubles que se joue aujourd'hui l'un des plus beaux débats de l'archéologie mexicaine. Certains chercheurs, et Linda Manzanilla parmi les plus insistants, lisent dans cette architecture la preuve d'un pouvoir collectif. L'argument est cohérent. Une ville qui loge sa population dans des blocs standardisés, qui ne représente aucun individu, qui n'érige aucune statue de dirigeant, qui met en avant les dieux et le groupe, ressemble à une société gouvernée non par un homme, mais par une coalition, un conseil de lignage, de chefs de quartier, de responsables d'atelier. Un directoire, non une monarchie. D'autres refusent la conclusion. Une trame urbaine imposée sur 20 km² pendant 3 siècles, le détournement d'une rivière, 1 million de mètres cubes de remblais, 200 soldats couchés dans des fondations selon une géométrie calendaire, cela sent la volonté unique. Les comités, disent-ils, ne bâtissent pas des montagnes. Il y avait des rois, leurs tombes ont simplement été pillées et leurs images effacées. Un troisième courant tient la ligne médiane. Le pouvoir aurait appartenu à un corps militaro-religieux, une caste, qui aurait délibérément proscrit le culte de la personne, non par faiblesse, mais par doctrine. Les trois lectures s'appuient sur les mêmes pierres. Aucune ne dispose de la preuve qui trancherait, et cette preuve, ce serait un nom. 2000 immeubles, 100 000 habitants, des quartiers étrangers, des ateliers, un marché, une industrie d'exportation qui irrigue un continent, une administration capable de tenir tout cela pendant des siècles, et pas un seul propriétaire connu. À 1000 kilomètres de la vallée, dans la forêt humide du Petén, une cité maya nommée Tikal grave ses monuments. Elle fait ce que font toutes les cités mayas, elle écrit. Sur des stèles de pierre dressées, en une écriture que nous savons lire, elle inscrit les noms de ses rois, leurs dates de naissance, leurs accessions, leurs guerres, leurs morts. Une bureaucratie de la mémoire, méticuleuse, obsessionnelle. Et c'est un texte maya, non téotihuacanais, qui livre l'une des dates les plus troublantes de l'histoire américaine. L'an 378 de notre ère. Un jour précis, consigné avec la minutie habituelle. Ce jour-là, disent les inscriptions, un homme arrive. Il s'appelle Sillage Kak, un nom qui signifie à peu près « feu né ». Le verbe employé pour dire son arrivée est technique. Il entre dans la cité. Les épigraphistes ont donné à l'événement un nom espagnol, l'entrada. Le même jour, le roi de Tikal meurt. Les textes le disent sans commentaire, avec cette sécheresse de greffier qui rend la chose plus glaçante encore. Le nouveau venu entre, le souverain local cesse d'exister. Aucun affrontement décrit, aucune bataille racontée, une arrivée, une mort à la même date. Ce qui suit est une rupture nette. Une nouvelle dynastie s'installe sur le trône de Tikal. Son fondateur est présenté comme le fils d'un personnage dont le nom dans les inscriptions mayas est associé à une origine occidentale lointaine. Et dans les décennies qui suivent, la culture matérielle de Tikal se transforme. On y trouve des armes et des attributs à la manière de Teotihuacan, des figures aux boucliers rectangulaires et aux propulseurs, des coiffes à l'iconographie du haut plateau, des vases tripodes à couvercle typiques de la lointaine métropole et de l'obsidienne verte, cette obsidienne translucide dont un seul gisement à 1000 km de là fournit la Mésoamérique entière.
L'ombre de la ville sans nom vient de tomber sur les forêts mayas. Puis le phénomène s'étend. D'autres cités des basses-terres adoptent des éléments téotihuacanais dans leur art royal, leur sépulture, leur architecture. Des souverains se font représenter avec les attributs de la grande cité du Nord. Le talus et le panneau, la scansion de pierre inventée dans la vallée, apparaissent sur des façades à des centaines de kilomètres de leur foyer. Il faut mesurer la distance. 1000 kilomètres, sans roues, sans animal de bas, sans navire de haute mer. Cela signifie des semaines de marche à travers des montagnes, des marécages, des forêts, avec des porteurs, des vivres, des relais. Ce n'est pas une excursion. C'est une opération qui suppose une logistique, une préparation, une décision prise très haut. Et voilà où l'affaire se noue, car la nature de cette opération n'est pas établie, et le débat est l'un des plus vifs de l'américanisme contemporain. Première lecture, la conquête. David Stuart, en analysant le vocabulaire des inscriptions, a montré au tournant des années 2000 que le verbe employé pour l'arrivée de sillage cac n'est pas neutre. Dans les textes mayas, cette expression revient dans des contextes de prise de ville, de soumission militaire, d'entrée en force. Elle n'est pas le mot d'un visiteur, elle est le mot d'un vainqueur. À cela s'ajoutent des indices matériels, des fortifications construites autour de plusieurs cités du Pétène à cette période, comme si la région s'attendait à être envahie. Stuart n'a pas varié depuis. Pour lui, il s'agit bien d'une intervention armée venue du haut plateau et la dynastie qui prend le pouvoir à Tikal est une dynastie installée par une puissance étrangère. Deuxième lecture, le conflit local. C'est la position qui dominait auparavant, portée notamment par Linda Shelley et David Freidel. Selon elle, ce qui se joue en 378 est une guerre entre cités mayas voisines, Tikal contre sa rivale Ouakchactoun, et la symbolique téotihuacanaise n'est qu'un emprunt de prestige, un habillage. Les vainqueurs se seraient parés des attributs de la grande cité comme on se pare d'une gloire étrangère, sans qu'un seul soldat du haut plateau ait mis les pieds dans la forêt. Cette version est aujourd'hui minoritaire. Elle mérite d'être citée pour une raison qui dépasse le cas. Elle montre à quelle vitesse un consensus scientifique peut se retourner. Ce qui était l'orthodoxie hier est la position marginale d'aujourd'hui, et rien ne garantit que le mouvement s'arrête là. Troisième lecture, l'appel. C'est l'hypothèse qui gagne du terrain et elle inverse entièrement la scène. Les rois mayas ne subissent pas Téotihuacan, ils s'en servent. Dans un monde de cités rivales où la légitimité se dispute, se réclamer de la métropole la plus puissante du continent est une arme politique de premier ordre. Les miroirs, l'obsidienne verte, les vases, l'iconographie ne seraient pas les traces d'une occupation, mais des importations volontaires, un capital symbolique acheté, exhibé, revendiqué. Sillage Cac lui-même pourrait avoir agi à la demande d'une faction locale ou avoir été un Maya se réclamant de l'autorité du Nord. Et l'on ne peut trancher pour une raison qui, à ce stade du récit, ne surprend plus. Tous les témoignages de cet événement viennent des Mayas. Toutes les inscriptions, toutes les dates, tous les noms, y compris le nom de Sillage Cac, proviennent de la partie qui reçoit, jamais de la partie qui agit. Nous lisons le compte-rendu de l'arrivée dans la langue de ceux qui la subissent ou l'invoquent, rédigé après coup par des scribes au service des vainqueurs. De Téotihuacan sur cette affaire, rien. Pas un texte, pas une stèle commémorative, pas une fresque de triomphe, pas la moindre mention dans la ville d'où serait partie l'expédition du fait qu'elle aurait placé un homme sur le trône d'une capitale située à 1000 kilomètres de chez elle. Le contraste est presque comique, s'il n'était pas si vertigineux. Voici une civilisation qui laisse son empreinte sur la moitié d'un continent, qui bouleverse l'histoire dynastique d'un peuple étranger, qui exporte ses dieux, ses armes, son architecture et sa pierre, et qui ne consigne rien. Aucune célébration, aucune revendication. Elle agit et ne se raconte pas. Le nom même de l'homme entré à Tikal illustre le problème. Sillage Cac est une forme maya. Ce n'est pas le nom qu'il portait chez lui, si tant est qu'il fût venu du haut plateau, c'est la manière dont les Mayas l'ont désigné, transcrit, intégré à leur langue. Quant à savoir s'il était général, ambassadeur, prince en exil ou usurpateur local drapé dans le prestige du Nord,
Aucun document ne le dit. Un homme arrive, un roi meurt, une dynastie change, et une civilisation entière bascule dans l'orbite d'une cité lointaine. Nous connaissons le jour. Nous connaissons le nom du mort. Nous connaissons le nom que les vaincus ont donné aux visiteurs. De ceux qui l'ont envoyé, nous ne savons rien du tout. Il reste, sur les hautes terres, une ville rouge de 20 km² qui, au moment même où son influence s'étend le plus loin, ne prononce pas un mot sur elle-même. Elle est à son apogée. Dans les décennies qui suivent, autour des années 400 à 450, elle atteint sa plus grande puissance. Première ville des Amériques, l'une des plus grandes du monde, moteur d'un réseau d'échanges qui court d'un océan à l'autre. Et le silence, à mesure que la puissance grandit, ne fait que s'épaissir. Le feu n'a pas pris au hasard. C'est la première chose que l'on constate en dégageant les couches de cendres, et c'est la plus dérangeante. Le long de l'avenue centrale, les bâtiments ont brûlé. Palais, temples, résidences d'apparat, constructions ornées, tout ce qui bordait l'axe cérémoniel. Les sols sont rougis par la chaleur, les enduits calcinés, les poutres réduites en charbon. Dans le palais de Xala, les sculptures n'ont pas seulement été noircies, elles ont été mises en pièces, fracassées, réduites à des fragments qu'on retrouve dispersés sur place. Et à quelques centaines de mètres de là, dans les quartiers d'habitation, rien. Les immeubles collectifs sont intacts. Pas de cendres, pas d'effondrement, pas de destruction. Les gens ont continué d'y vivre. Un incendie ne fait pas cela. Un incendie suit le vent, saute d'un toit à l'autre, dévore ce qu'il trouve. Il ne choisit pas les palais et n'épargne pas les logements. Ce qui s'est produit dans cette vallée n'est pas un accident, c'est une opération. Quelqu'un a parcouru l'avenue, bâtiment par bâtiment, et a mis le feu à ce qui symbolisait le pouvoir. Puis il est reparti sans toucher aux maisons. Celui qui a fait cela savait exactement où aller. La date communément retenue est celle des environs de l'an 550. Elle marque la fin du Teotihuacan monumental, non pas la fin des habitants, mais la fin de ce qui les gouvernait. Et voici le point qui rend l'affaire redoutable. Il n'y a aucune trace d'invasion. On a cherché, longuement. Une armée étrangère qui prend une ville de cette taille laisse des signes. Des morts par armes, des sépultures hâtives, des couches de destruction sur le pourtour, des remaniements, une culture matérielle nouvelle qui s'installe par-dessus l'ancienne. Rien de tel n'a été mis au jour. Pas de champ de bataille, pas de conquérants, pas de population de remplacement. Aucune cité voisine ne se vante sur ces monuments d'avoir abattu la plus grande ville du continent, et dans un monde où les Mayas gravaient chacune de leurs victoires, un tel silence pèse lourd. L'hypothèse la plus économique est aussi la plus troublante. La ville a été frappée de l'intérieur. Il faut alors comprendre ce qui, dans cette ville, avait pu se briser. L'ordre téotihuacanais reposait sur un pacte tacite. Le pouvoir loge, nourrit, organise, protège et en échange, il ordonne. Pendant des siècles, ce pacte a tenu. Une centaine de milliers de personnes ont vécu dans des logements standardisés, travaillé dans des ateliers, mangé du maïs cultivé grâce aux sources et redistribué par une administration. Un tel système est puissant tant qu'il fonctionne. Il est mortel dès qu'il cesse de fonctionner. Parce que la population, dépendante, n'a aucune solution de repli. Et les indices d'un dérèglement existent, matériels, mesurables. Dans les sépultures des derniers siècles de la ville, les squelettes d'enfants portent des marques de malnutrition, arrêt de croissance, lésions des os, signes de carence répétés. On mangeait moins bien, et l'on mangeait moins bien d'abord chez les plus faibles. Autour de la vallée, le paysage s'était appauvri. La fabrication de la chaux, indispensable aux enduits qui recouvraient toute la cité, avait consumé les forêts par fournées entières, année après année, siècle après siècle. Une ville qui brûle ses arbres pour blanchir ses murs finit par vivre au milieu d'un terrain nu, exposé à l'érosion, où les sols se lessivent et les rendements baissent. À cela s'ajoute un événement qui dépasse le Mexique. Autour des années 535 et 536, quelque chose se produit dans l'atmosphère de la planète. Les cernes des arbres sur plusieurs continents enregistrent un effondrement brutal de la croissance. Les carottes glaciaires en gardent la trace. Les chroniqueurs de l'Ancien Monde décrivent un soleil affaibli, une lumière blafarde, des étés qui n'en sont pas. On parle aujourd'hui des années sans été.
La cause probable est volcanique, un voile de poussière projeté dans la haute atmosphère. Une vallée d'altitude, à 2300 mètres, dont l'agriculture dépend de pluies déjà capricieuses et de gelées déjà menaçantes, encaisse mal un refroidissement global. Une mauvaise récolte se rattrape. Plusieurs de suite, avec 100 000 bouches à nourrir, ne se rattrapent pas. Il faut cependant se garder de l'enchaînement trop propre. Le lien entre l'anomalie climatique et l'effondrement de la ville n'est pas démontré. C'est une corrélation chronologique, pas une preuve. La rigueur oblige à le dire. De ces éléments, la science tire des explications concurrentes, et aucune n'a gagné. La première voit un soulèvement. Elle s'appuie sur les travaux de Linda Manzanilla et remonte à des intuitions bien plus anciennes. Son argument est la sélectivité même des destructions. On n'a pas brûlé une ville, on a brûlé ses maîtres. Manzanilla ajoute une hypothèse sur la mécanique sociale du drame. Entre l'État central et la population, se serait développée une élite intermédiaire, les responsables des grands ensembles résidentiels, enrichis par le contrôle des ateliers et des échanges. Une classe de chefs de quartier, puissants, autonomes, indispensables. Le jour où le pouvoir central cesse d'être utile, ceux-là ont les moyens et les motifs de le renverser. Le feu n'aurait pas été une émeute, mais une révolution de palais menée par ceux qui tenaient déjà la ville. La deuxième voit une famine. Le climat, la déforestation, l'épuisement des sols, la surpopulation. Le pacte se rompt parce que le pouvoir n'assure plus la subsistance. Dans ce scénario, l'incendie n'est pas la cause de la chute. Il en est la dernière scène. On brûle les temples des dieux qui n'ont plus fait pleuvoir et les greniers de ceux qui n'ont plus nourri. La troisième voit une faillite économique. Ross Assig et d'autres soulignent que Teotihuacan tirait sa puissance d'un réseau commercial et du contrôle de l'obsidienne. Or, ce réseau s'effrite. Des cités concurrentes montent en puissance sur les hauts plateaux, les routes se détournent, les débouchés se ferment. Une métropole industrielle qui perd ses marchés perd ses moyens, et un pouvoir qui n'a plus de ressources n'a plus d'autorité. La mise à sac du centre serait l'épilogue d'un déclin déjà consommé. Et depuis peu, une quatrième difficulté est venue s'ajouter. Non pas une explication de plus, mais une menace sur toutes les autres. Des chercheurs ont soumis les structures incendiées à une méthode qui lie, dans les matériaux chauffés, l'orientation du champ magnétique terrestre au moment de leur dernière cuisson. L'archéomagnétisme. Appliquée à plusieurs bâtiments brûlés de la cité, elle donne des résultats qui ne collent pas avec la date attendue. Les dernières chauves se placeraient plutôt entre les années 400 et 500, c'est-à-dire avant le grand incendie. Si cela se confirme, le récit change de nature. Il n'y aurait pas eu une nuit d'apocalypse, mais un long délitement. Des destructions étalées sur un siècle, des bâtiments brûlés à des moments différents, un pouvoir qui se défait par morceaux plutôt qu'il ne tombe d'un coup. Toute la chronologie de l'effondrement serait à reprendre. Ce qui reste, quand on a tout aligné, c'est un constat sobre. Ces explications ne s'excluent pas. Une sécheresse affame, la famine ruine l'économie, la ruine économique délégitime le pouvoir. La délégitimation arme les mains qui portent la torche. Chaque version peut être un maillon de la même chaîne plutôt qu'une alternative aux autres. C'est précisément ce qui rend la question insoluble. Nous ne pouvons pas ordonner les causes. Et nous ne le pouvons pas parce qu'il ne reste rien à lire. Une civilisation qui écrit laisse dans ces moments-là des cris. Des chroniques, des lamentations, des listes de morts, des textes de vainqueurs. Rome effondrée nous a légué des bibliothèques entières de récriminations. Ici, il n'y a ni chronique, ni proclamation, ni malédiction gravée. Il y a une couche de cendres le long d'une avenue, des sculptures brisées dans un palais, des quartiers d'habitation intacts à 200 mètres, et le silence. Dans les décennies qui suivent, la population décroît. On continue d'habiter la vallée un temps, puis des immeubles se vident, les canaux s'engorgent, les enduits se craquellent, le rouge s'efface. Vers les années 650 à 750, la plus grande ville des Amériques n'est plus qu'un champ de butte que le vent érode. Elle est morte comme elle avait vécu, sans dire un mot. Un homme presse ses ouvriers. Nous sommes en 1905, et l'échéance est politique.
Le Mexique s'apprête à célébrer le centenaire de son indépendance et le président Porfirio Díaz veut offrir au monde une pièce maîtresse. On a choisi la Grande Pyramide de la Vallée. Elle est ensevelie sous des siècles de terre et de végétation, informe, méconnaissable. Il faut la rendre présentable. L'homme chargé de l'affaire s'appelle Leopoldo Batres. Il décape. Il fait arracher la couche extérieure du monument sur des mètres d'épaisseur pour dégager ce qu'il croit être la structure d'origine. Il taille, il régularise, il reconstruit. Et il ajoute un cinquième niveau qui n'a jamais existé. Le 13 septembre 1910, Porfirio Díaz inaugure le site en personne. 2 mois plus tard, la révolution éclate et le président s'enfuit du pays. La pyramide, elle, est restée. Et ce que des millions de visiteurs photographient aujourd'hui, ce que reproduisent les affiches, les manuels et les cartes postales, n'est pas tout à fait la pyramide des bâtisseurs. C'est pour une part une silhouette du début du XXe siècle. C'est de là que vient la confusion la plus tenace sur ce monument, sa hauteur. Selon les sources, on lit 63 mètres, 65, 66, parfois davantage. Les uns mesurent depuis la plateforme, les autres depuis le sol, les autres encore la structure telle que restaurée. La vérité honnête est celle-ci. La hauteur antique exacte de la pyramide du Soleil est inconnue, et elle le restera, parce que l'enveloppe qui l'aurait donnée a été enlevée avant que l'archéologie n'apprenne à enregistrer ce qu'elle détruit. Il n'y a là aucun mystère, aucune dissimulation. Il y a un chantier de restauration mené selon les usages de son époque, avec une échéance, un budget et une ignorance de bonne foi. Bâtre n'est pas un vandale. Il est le premier à traiter le site comme un patrimoine national, à en interdire le pillage, à y installer un gardiennage. Il a mutilé ce qu'il sauvait. Les deux choses sont vraies ensemble. Avant lui, d'autres étaient venus. À la fin du XVIIe siècle, un savant né à Mexico, Carlos de Sigüenza y Góngora, avait déjà fait ouvrir des tranchées dans les monuments de la vallée pour comprendre ce qu'ils contenaient. Plusieurs historiens y voient les premières fouilles archéologiques menées sur le continent américain. Puis vint le français. Désiré Charnay quitte la France en 1857, muni d'une mission du ministère de l'Instruction publique. Il passe 4 années au Mexique et il y reviendra 2 fois encore dans les années 1880 et 1886. Il fouille dans la vallée. Mais surtout, il transporte avec lui à dos de mule à travers les montagnes un matériel qui semble une folie. Des plaques de verre, des flacons de produits chimiques, une tente qui lui sert de laboratoire de campagne. Le procédé qu'il emploie exige que la plaque soit sensibilisée, exposée et développée alors qu'elle est encore humide, dans la chaleur, dans la poussière, sur place, en quelques minutes. Chaque cliché est une bataille. Il les gagne. Désiré Charnay est le premier à photographier systématiquement les monuments de la Mésoamérique. Ses albums paraissent à Paris dans les années 1860 et son grand ouvrage sur les anciennes villes du Nouveau Monde en 1885. Ces théories, notamment celle d'une origine asiatique des peuples qu'il étudiait, ont été réfutées depuis longtemps, et il faut le dire nettement. Ces images, elles, ont survécu à ces erreurs. Elles montrent les monuments tels qu'ils étaient avant les restaurations, avant que Bâtre ne prenne sa pioche. Sans un Français et ses plaques de verre, nous ne saurions même pas à quoi ressemblait cette pyramide avant qu'on ne la corrige. Le vrai retournement, pourtant, ne vient ni des pioches ni des appareils photographiques. Il vient d'une carte, dressée dans les années 60, qui révèle que ce sanctuaire supposé était une métropole. Et il vient, depuis, d'un travail patient et interminable. Sous les monuments, sous les maisons, sous les enduits, la vallée continue de rendre ses objets, ses eaux, ses fresques, ses galeries. Aujourd'hui, environ 12% seulement de la ville antique sont dégagés. Le reste dort sous les champs. Reste la question posée au départ, et il est temps d'y répondre. Qui a bâti la plus grande cité des Amériques et pourquoi n'a-t-elle laissé aucun nom? La réponse tient en une inversion. Ce silence n'est pas une lacune de nos fouilles. Ce n'est pas un accident de conservation, ni la faute du temps, ni le fait de pilleurs. On a creusé ici pendant plus d'un siècle, exhumé des dizaines de milliers d'objets, des centaines de sépultures, des kilomètres de murs peints.
Si des noms avaient été gravés, on en aurait retrouvé. Si des portraits de souverains avaient été sculptés, il en subsisterait des fragments. Si des tombes royales monumentales avaient été construites, leurs chambres vides témoigneraient encore de leur existence, comme partout ailleurs dans le monde. L'absence est trop complète, trop constante, trop parfaitement tenue sur 5 siècles et 20 km² pour être un hasard. Elle est une caractéristique de la culture elle-même. Teotihuacan n'a pas perdu ses noms. Elle a choisi de ne pas en produire. Son art représente des dieux, des animaux, des forces, des prêtres interchangeables sous leur masque. Jamais un individu qui se désigne. Ses immeubles sont standardisés, ses quartiers alignés, ses rituels collectifs. Sa façade la plus somptueuse porte des serpents et des coquillages, et pas un visage. Là où les Mayas, à 1000 km, faisaient de la royauté un culte de la personne gravée dans la pierre, la vallée a construit exactement l'inverse. Une machine dont aucun rouage ne signe son ouvrage. Que cette doctrine ait servi un conseil de lignage, une caste militaro-religieuse ou des rois qui interdisaient qu'on les représentât, elle fut, dans tous les cas, une doctrine. Nous cherchions un nom manquant. Nous avons trouvé une volonté de n'en laisser aucun. C'est une réponse, et elle est plus étrange que la question. Il reste au terme de tout cela une chose que personne ne sait, et sur laquelle les spécialistes se déchirent encore. Pourquoi cette ville a-t-elle brûlé? Le peuple a-t-il incendié les palais de ses propres maîtres, ou la cité était-elle déjà morte de faim avant que la torche ne s'allume? Les deux camps ont de vrais arguments. Ceux qui plaident la révolte montrent la sélectivité du feu, les palais détruits, les logements épargnés, les statues des puissants réduites en miettes et pas la moindre trace d'un envahisseur. Ceux qui plaident l'effondrement montrent les eaux d'enfants sous-alimentées, les forêts consumées pour la chaux, les années sans été qui ont blanchi le ciel du monde entier, et un système incapable de nourrir 100 000 personnes une fois la récolte perdue. Et ceux qui apportent les nouvelles datations viennent murmurer que le grand incendie n'a peut-être jamais eu lieu en une nuit, qu'il s'est étiré sur un siècle, et que la question elle-même est mal posée. Aucune de ces positions n'est absurde, aucune n'est prouvée. C'est à vous, désormais. La cité a-t-elle été renversée par les siens, ou bien s'est-elle éteinte de faim, le feu ne faisant qu'achever un cadavre? Dites-le en commentaire, et dites pourquoi. C'est exactement le genre de discussion pour laquelle cette chaîne existe. Si ce voyage vous a appris quelque chose que vous ignoriez, un pouce levé et un abonnement font une différence réelle pour ce travail. Merci d'avoir marché jusqu'au bout de cette avenue.